Ceci est une œuvre de fiction entièrement reconstruite afin qu'aucun événement ni personnage réel ne puisse être identifié. Ce qui va être raconté est l'histoire des choix intérieurs et des limites silencieuses d'une femme, racontée à travers son point de vue. Je me souviens du bruit. Pas celui des klaxons, ni même celui des rires forcés sur un toit parisien. C'était un bruit beaucoup plus sourd. Le bruit d'un homme qui se prépare à mentir, juste après avoir dit « je t'aime ». J'étais là, seul dans notre petit salon, mon ventre déjà rond, et tout ce que je voyais, c'était le reflet de ses nouvelles chaussures de ville sur le parquet, des chaussures qu'il n'aurait jamais pu se payer avec son salaire officiel. Il souriait à son téléphone, un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. Un sourire pour quelqu'un d'autre. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. J'ai gardé le silence. Ce n'était pas de la faiblesse, je le sais maintenant. C'était l'attente. L'attente que l'illusion se brise d'elle-même. Et elle l'a fait, avec l'odeur d'un parfum inconnu. L'air nocturne au-dessus de Paris me semblait trop lisse, trop parfait. Presque comme si la ville elle-même retenait son souffle. C'est dans cette perfection que Julien Moreau aimait évoluer. Haut, très haut, au-dessus des rues, sur le toit d'un salon de verre qui donnait sur la skyline. Il sortit de sa voiture noire comme s'il était né parmi ces tours étincelantes. Il ajusta sa veste de costume marine, afficha un sourire qu'il avait pratiqué, et tendit la main à la femme qui descendait derrière lui. Éléonore Dubois. C'est ainsi que je me nommais à l'époque. Je ne voyais pas cette scène, bien sûr. J'étais ailleurs, dans notre petit appartement où les factures s'empilaient. Mais je peux imaginer. Je peux entendre le bruit des talons sur le marbre. C'était Chloé Leroy, 24 ans, tout enjambée en angle. Sa robe à sequins capturait chaque rayon de lumière de la ville. Elle leva immédiatement son téléphone, tournant son visage vers le ciel de Manhattan, enfin, de Paris, cherchant ce cliché parfait de la ville. La musique battait sourdement, le genre qui fait croire aux gens qu'ils vivent une vie plus grande qu'ils ne le font réellement. « Julien, rapproche-toi, un peu », entend-on dire, sans même le regarder, vérifiant son reflet. « Les abonnés adorent quand tu me regardes comme si j'étais la seule femme ici. » Julien fit exactement cela. Il n'était pas amoureux, non. Mais il aimait la façon dont les gens s'arrêtaient pour regarder quand il arrivait avec elle. Il aimait cette illusion de succès qu'elle l'aidait à interpréter, même si son compte en banque criait famine et que sa carrière s'effondrait dans l'ombre. Un serveur passa avec du champagne. Julien prit une coupe sans hésiter. « À de nouveaux chapitres, dit-il. »« À des améliorations, » corrigea Chloé avec un clin d'œil. Dans un coin, un petit cercle d'influenceurs mode les remarqua. L'une murmura « N'est-il pas marié ?» Une autre répondit « Plus pour longtemps, apparemment. J'ai entendu dire qu'il remplaçait l'ancienne. » Elles gloussèrent toutes, ce rire superficiel qui disparaît avant d'atteindre les yeux. Julien ne les entendit pas. Il était trop occupé à répéter son discours pour les investisseurs qu'il espérait charmer ce soir-là. Des investisseurs qui ne savaient pas qu'il avait déjà été signalé pour un comportement suspect dans son ancien cabinet. Il but une autre gorgée, la poitrine gonflée d'une assurance qu'il n'avait aucun droit de ressentir. Puis, son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil rapide. Un nom apparut sur l'écran. RDV Échographie. Éléonore. Pendant une infime seconde, juste le temps d'une respiration. Quelque chose se resserra en lui. Mais avant que l'impulsion de s'en soucier ne puisse se former complètement, Chloé se pencha sur son épaule. « C'est qui, ça ?» Il appuya sur le bouton latéral, instantanément, rendant l'écran noir. « Personne, dit-il. Allons à l'intérieur. » Chloé sourit, satisfaite, et le tira vers les portes du salon. À l'intérieur,
Les hommes en costume ajusté et les femmes en robe brillaient sous les lumières de cristal. Les flashs des caméras crépitèrent, les voix montèrent. Julien essaya de faire semblant que cet appel ignoré n'avait pas d'importance. Qu'il n'était pas en train de penser à sa femme enceinte assise seule dans notre petit appartement, qui espérait qu'il rentrerait pour elle ce soir. Il lissa ses cheveux, ajusta son sourire, et fit un pas en avant. Mais quelqu'un d'autre avait vu le nom sur son téléphone. Quelqu'un qui n'était pas censé être là. Quelqu'un qui savait exactement qui était Éléonore, et qui était son père. Et cette personne était déjà en train de composer le numéro de Monsieur Dubois. Là, tout s'est figé, pour moi, dans ce souvenir. Ce petit moment suspendu, la fissure invisible juste avant que tout ne s'écroule. J'étais déjà en train de rêver d'un berceau, tandis que lui, il construisait une sortie. C'était le prélude à la chute, joué sur un toit trop luxueux pour être honnête. Le retour à notre appartement, dans cette petite banlieue de Paris, était toujours un choc après une de ces soirées. Je m'appelle Éléonore. J'avais 29 ans, 6 mois de grossesse, et ce besoin constant de me souvenir du chemin parcouru. Le logement, que Julien et moi avions choisi ensemble, sentait le bois de chauffage, la peinture fraîche, et un effort sincère. Un effort qui, je le réalise aujourd'hui, n'était que d'un seul côté. Je traçais mon doigt sur le bord d'une peinture à l'aquarelle à moitié finie. Des ciels d'un bleu doux, de minuscules étoiles, une lune chaude et réconfortante. Elle était destinée à la crèche, une fois achevée. J'avais imaginé Julien m'aidant à l'accrocher, riant doucement pendant que nous nous disputerions pour savoir si le berceau devait faire face à la fenêtre ou à la porte. À cette époque, nous partagions des rêves, fragiles mais si sucrés. Maintenant, j'étais la seule à rêver. Mon ordinateur portable était ouvert sur un document de leçons vierges. J'avais promis à la direction de mon école d'aider avec le travail sur le programme artistique jusqu'à ce que mon congé maternité commence officiellement. Mais j'étais resté là, fixant l'écran vide pendant 2 heures. Mon esprit refusait simplement de se poser. Chaque mouvement de l'enfant, chaque petit coup de pied faisait battre mon cœur à un mélange de chaleur et de peur. Je voulais protéger ce bébé plus que tout, mais les choses se dénouaient plus vite que je ne pouvais les retenir. Les factures étaient empilées sur le comptoir de la cuisine. Les paiements pour la maternité, les charges, l'assurance. Julien et moi avions convenu, il y a des mois, de pratiquer un budget serré jusqu'après l'arrivée du bébé. Mais ces derniers temps, je remarquais des choses qui ne collaient pas. L'intérêt soudain de Julien pour ses costumes chers, d'une valeur peut-être de plus de 2000 € pièce. Son nouveau parfum, les dîners tardifs avec des clients, et cette odeur de parfum sur ses chemises. Un parfum que je ne portais pas. Je me disais que j'imaginais des choses. La grossesse rend les émotions imprévisibles, n'est-ce pas? C'est ce que Julien disait toujours quand je m'inquiétais. Il utilisait mes doutes comme une preuve de ma fragilité émotionnelle. Je tendis la main vers mon téléphone, espérant un message de lui. Rien. Il avait dit qu'il serait occupé à conclure un marché à la Défense, mais il prenait habituellement le temps de donner des nouvelles au moins une fois. Je caressai doucement mon ventre, chuchotant « Papa est juste occupé aujourd'hui. » D'accord. Mais les mots sonnaient minces, presque malhonnêtes. Je me levai, un mouvement lent et pesant. À 6 mois, se lever demandait de l'équilibre et de la patience. Je marchai jusqu'à la fenêtre qui donnait sur la rue. Des enfants riaient en courant devant l'immeuble, traînant leurs cartables et leurs trottinettes. Un couple plus âgé promenait un chien vêtu d'un minuscule pull. Le monde semblait normal là dehors, prévisible, sûr. Rien ne ressemblait à ce nœud qui se resserrait dans ma poitrine. Mon téléphone vibra. Je le saisis, puis expirai de déception. Ce n'était pas Julien. C'était un message de Sophie, mon amie, l'infirmière qui prenait de mes nouvelles régulièrement. « Ça va aujourd'hui ? Tu as besoin de quelque chose ? Je passe ?
Je tapais, je vais bien, juste fatigué. Julien travaille tard encore. Je vais me reposer un peu. Mais au moment où j'appuyais sur envoyer, ma gorge se serra. Je n'allais pas bien. Et si Sophie franchissait la porte maintenant, je n'étais pas certaine de pouvoir retenir les larmes. Puis, un coup frappé. Mon cœur s'allégea. Peut-être que Julien m'avait surprise après tout. Je me dirigeais en boitillant vers la porte, l'excitation pétillant en moi comme un enfant, espérant un miracle. Mais quand j'ouvris, un livreur me tendit une grande boîte marron. Livraison pour Éléonore Dubois. Oh, merci, forçai-je un sourire. C'était le moniteur pour bébé que j'avais commandé, un modèle pratique, abordable. Rien de tapax en grave-l'œil. Je portai la boîte à l'intérieur, la déposant doucement sur le sol. Quelque chose dans cette boîte, le ruban adhésif, le carton brun, la réalité de devoir tout préparer seul, me frappa plus durement que je ne l'aurais cru. Je m'assis sur le canapé et serrai la boîte contre ma poitrine. Les larmes coulèrent avant que je ne puisse les arrêter. Je ne veux pas faire ça seul, murmurai-je dans l'appartement vide. Mon téléphone vibra encore. Cette fois, c'était Julien. Mais au lieu d'un message, c'était une notification d'appel refusé. Il avait ignoré mon appel de tout à l'heure. Et moi, j'ignorais qu'il était en train de se pavaner quelque part avec une autre femme enlacée autour de lui, pendant que j'étais là, à murmurer à notre enfant à naître. La porte de notre appartement claqua presque minuit, brisant le silence lourd. J'étais assise sur le canapé, les jambes repliées sous mon ventre arrondi, prétendant regarder la télévision en sourdine. J'attendais depuis des heures. Assez longtemps pour que mon espoir se corrompe en inquiétude, et l'inquiétude en peur. Quand j'entendis les pas de Julien dans le couloir, je redressai ma posture, passant machinalement mes doigts dans mes cheveux comme je le faisais autrefois quand je voulais lui faire croire que j'étais encore présentable. Julien entra, portant une odeur forte, florale. Un parfum trop audacieux pour quelqu'un de son bureau. Sa chemise était froissée, le col légèrement taché d'une faible trace rosée. Il desserra sa cravate, jeta sa veste sur le fauteuil du couloir et agit comme si rien n'était déplacé. « Tu es encore debout ?» marmonna-t-il, évitant presque mon regard. J'avalai la boule dans ma gorge. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Tu n'as pas répondu à mes messages. Je t'avais dit que j'avais un dîner client. Sa voix était plate. C'était à 19h, Julien. Il est presque minuit. Il marqua une pause, agacé, comme si le simple calcul des heures était déraisonnable. Les affaires prennent du temps, Éléonore. Tu ne comprendrais pas comment fonctionne mon monde. Et voilà. Cette phrase qui avait commencé à s'immiscer dans notre mariage depuis 2 mois. Tu ne comprendrais pas. Comme si j'étais un fardeau. Comme si enseigner aux enfants et porter son fils me rendait moins apte à comprendre la vie. Je me levai lentement du canapé. J'ai préparé le dîner. Il est froid maintenant, mais je peux le réchauffer. J'ai déjà mangé, dit-il, passant une main dans ses cheveux. Nous sommes allés dans un endroit sur l'avenue Montaigne. Un nouvel endroit, ambiance branchée. L'estomac noué, je compris. L'avenue Montaigne n'est pas un lieu de dîner client pour quelqu'un avec le salaire de Julien. À moins que quelqu'un d'autre ne paie. Et le parfum, la tache sur son col, la façon dont il avait dit « nous », tout cela s'additionnait à la vérité que je ne voulais pas affronter. Je forçai ma voix à rester stable. « Avec qui étais-tu » Julien me regarda enfin, une irritation traversant son visage. « Pourquoi est-ce que ça t'importe ?»« Parce que je suis ta femme, murmurai-je. Et que je porte ton enfant depuis 6 mois. » Il ricana, ce son sec et méprisant. « Ne transforme pas ça en drame, Éléonore. Tu sais combien je suis stressée. Tu me questionnes à peine rentrée. C'est trop. »
Je plaçai une main protectrice sur mon ventre, protégeant instinctivement notre enfant de la tension qui crépitait. Je ne te questionne pas. Je te demande de me parler. Tu es distant. Je te vois à peine. Je veux juste savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je porte cette famille financièrement, claquette-t-il, pendant que tu restes ici à peindre des nuages et à attendre que je règle tous les problèmes. Les mots me frappèrent à la poitrine. Je clignai des yeux, stupéfaite. Julien, j'ai perdu mon emploi parce que l'école a réduit ses effectifs. Je voulais continuer à travailler. Tu as toujours une excuse, m'interrompit-il. Tu crois qu'élever un bébé te donne le droit de juger chacun de mes gestes? Je ne te juge pas, dis-je doucement. Mais ma voix tremblait, trahissant ma peur. Julien attrapa une carafe d'eau sur le comptoir et se servit un verre, comme s'il avait besoin de s'ancrer. Écoute, je ne peux pas gérer ça maintenant. Je suis épuisé. J'ai 1 million de choses à régler. Moi aussi, murmurai-je. J'ai peur, Julien. Il expira brusquement, plus agacé que compatissant. Je vais me coucher. Je le regardai disparaître dans le couloir, sa silhouette avalée par l'obscurité. J'aurais voulu le suivre, le supplier de rester, lui rappeler les promesses que nous avions faites. Mais quelque chose me retint. Quelque chose de froid, de tranchant. Car pour la première fois, je sentis que la fissure dans notre mariage n'était pas nouvelle. Elle grandissait silencieusement, comme une faille sous mes pieds. Et ce soir, je sentis le sol trembler. Chaque fois qu'il disait « Tu ne comprendrais pas », une petite pièce de notre passé s'effondrait. Je me suis sentie si petite, si loin de la femme qu'il avait épousée. La porte de notre appartement claqua presque minuit, brisant le silence lourd. J'étais assise sur le canapé, les jambes repliées sous mon ventre arrondi, prétendant regarder la télévision en sourdine. J'attendais depuis des heures. Assez longtemps pour que mon espoir se corrompe en inquiétude, et l'inquiétude en peur. Quand j'entendis les pas de Julien dans le couloir, je redressai ma posture, passant machinalement mes doigts dans mes cheveux comme je le faisais autrefois quand je voulais lui faire croire que j'étais encore présentable. Julien entra, portant une odeur forte, florale. Un parfum trop audacieux pour quelqu'un de son bureau. Sa chemise était froissée, le col légèrement taché d'une faible trace rosée. Il desserra sa cravate, jeta sa veste sur le fauteuil du couloir et agit comme si rien n'était déplacé. « Tu es encore debout ?» marmonna-t-il, évitant presque mon regard. J'avalai la boule dans ma gorge. Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Tu n'as pas répondu à mes messages. Je t'avais dit que j'avais un dîner client. Sa voix était plate. C'était à 19h, Julien. Il est presque minuit. Il marqua une pause, agacé, comme si le simple calcul des heures était déraisonnable. Les affaires prennent du temps, Éléonore. Tu ne comprendrais pas comment fonctionne mon monde. Et voilà. Cette phrase qui avait commencé à s'immiscer dans notre mariage depuis 2 mois. Tu ne comprendrais pas. Comme si j'étais un fardeau. Comme si enseigner aux enfants et porter son fils me rendait moins apte à comprendre la vie. Je me levai lentement du canapé. J'ai préparé le dîner. Il est froid maintenant, mais je peux le réchauffer. J'ai déjà mangé, dit-il, passant une main dans ses cheveux. Nous sommes allés dans un endroit sur l'avenue Montaigne. Un nouvel endroit, ambiance branchée. L'estomac noué, je compris. L'avenue Montaigne n'est pas un lieu de dîner client pour quelqu'un avec le salaire de Julien. À moins que quelqu'un d'autre ne paie. Et le parfum, la tache sur son col, la façon dont il avait dit « nous », tout cela s'additionnait à la vérité que je ne voulais pas affronter. Je forçai ma voix à rester stable. « Avec qui étais-tu » Julien me regarda enfin, une irritation traversant son visage. « Pourquoi est-ce que ça t'importe »
Parce que je suis ta femme, murmurai-je. Et que je porte ton enfant depuis 6 mois. Il ricana, ce son sec et méprisant. Ne transforme pas ça en drame, Éléonore. Tu sais combien je suis stressée. Tu me questionnes à peine rentrée. C'est trop. Je plaçai une main protectrice sur mon ventre, protégeant instinctivement notre enfant de la tension qui crépitait. Je ne te questionne pas. Je te demande de me parler. Tu es distant. Je te vois à peine. Je veux juste savoir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que je porte cette famille financièrement, claquette-t-il, pendant que tu restes ici à peindre des nuages et à attendre que je règle tous les problèmes. Les mots me frappèrent à la poitrine. Je clignai des yeux, stupéfaite. Julien, j'ai perdu mon emploi parce que l'école a réduit ses effectifs. Je voulais continuer à travailler. Tu as toujours une excuse, m'interrompit-il. Tu crois qu'élever un bébé te donne le droit de juger chacun de mes gestes? Je ne te juge pas, dis-je doucement. Mais ma voix tremblait, trahissant ma peur. Julien attrapa une carafe d'eau sur le comptoir et se servit un verre, comme s'il avait besoin de s'ancrer. Écoute, je ne peux pas gérer ça maintenant. Je suis épuisé. J'ai 1 million de choses à régler. Moi aussi, murmurai-je. J'ai peur, Julien. Il expira brusquement, plus agacé que compatissant. Je vais me coucher. Je le regardai disparaître dans le couloir, sa silhouette avalée par l'obscurité. J'aurais voulu le suivre, le supplier de rester, lui rappeler les promesses que nous avions faites. Mais quelque chose me retint. Quelque chose de froid, de tranchant. Car pour la première fois, je sentis que la fissure dans notre mariage n'était pas nouvelle. Elle grandissait silencieusement, comme une faille sous mes pieds. Et ce soir, je sentis le sol trembler. Chaque fois qu'il disait « Tu ne comprendrais pas », une petite pièce de notre passé s'effondrait. Je me suis sentie si petite, si loin de la femme qu'il avait épousée. Le soleil matinal filtrait à travers les stores, bien plus tôt que je ne l'aurais souhaité. Mes yeux étaient lourds, ma tête me lançait, et mon estomac semblait noué. J'avais à peine dormi après la dispute avec Julien, rejouant chaque mot jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. Mais ce jour n'était pas un jour ordinaire. C'était mon échographie de suivi, celle que le médecin avait jugée importante pour surveiller le rythme cardiaque du bébé. Julien savait cela. Il avait hoché la tête distraitement quand je lui avais rappelé cela hier soir, déjà absorbé par les messages sur son téléphone. Je m'assis au bord du lit, respirant lentement, attendant que les vertiges se calment. J'avais lu quelque part que le stress pouvait affecter le développement du bébé, et j'essayais, vraiment, de repousser mes peurs. De mes mains précautionneuses, j'enfilai une simple robe de maternité et attachai mes cheveux en une queue de cheval lâche. Je me regardais dans le miroir, surprise de ma pâleur. Aujourd'hui, ça ira, me murmurai-je. Nous irons bien. Je pris mon dossier médical et sortis dans la cuisine. L'appartement était silencieux. Julien était déjà parti. Pas de mots, pas de café laissé à couler pour moi. Je me forçais à ne pas pleurer. J'essayais de l'appeler une fois, espérant qu'il décroche au moins. Le téléphone sonna 2 fois, puis renvoya directement sur la messagerie vocale. Je fixai l'écran un long moment avant de le poser, face contre terre, sur le comptoir. Dehors, la ville semblait anormalement bruyante. Les klaxons fusaient, les bus sifflaient à l'arrêt, et quelqu'un criait de l'autre côté de la rue. Je protégeais mon ventre en me dirigeant vers le métro. Chaque marche était un effort. Mon centre de gravité changeait chaque jour. Dans la rame, j'étais assise entre 2 inconnus qui ne levaient pas les yeux de leur téléphone. Une femme à côté de moi sirotait un café d'un de ces grands gobelets de chaîne américaine, faisant défiler des photos. Des photos d'un salon sur un toit, de femmes en robes scintillantes, de coupes de champagne,
et une vue sur les toits de Paris. Je ne savais pas qu'une de ces photos contenait Julien dans un coin du cadre. Je posai ma main sur mon cœur, pris une respiration calme, et fermai les yeux jusqu'à mon arrêt. À la clinique, la salle d'attente sentait légèrement le désinfectant et le gel hydroalcoolique. Des femmes étaient assises avec leurs partenaires. Certains riaient doucement, d'autres s'appuyaient sur l'épaule de leur mari. Un futur père tenait le sac de sa compagne pendant qu'elle remplissait un formulaire. Un autre homme massait le dos de sa partenaire, lui murmurant quelque chose de doux. Je m'assis seul sur une chaise, serrant mon dossier médical, sentant le vide à côté de moi comme une douleur physique. J'envoyai un autre texto à Julien. Arrivé à la clinique. Pendant que la machine ronronnait, l'écran s'illumina d'une petite silhouette en mouvement. Mon souffle se coinça à chaque fois que je voyais mon bébé. Mon cœur se brisait et se réparait en même temps. Mais ensuite, l'infirmière fronça légèrement les sourcils. Mon pouce accéléra. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Oh, ce n'est rien, je suis sûre, dit l'infirmière rapidement, mais son regard était devenu professionnel, concentré, un regard que je reconnaissais trop bien. Laissez-moi juste appeler le docteur pour vérifier quelque chose. La pièce devint soudain trop petite, trop silencieuse. La porte s'ouvrit et le docteur entra, son expression calme mais sérieuse. Il regarda le moniteur, ajustant doucement la sonde. Le rythme cardiaque du bébé est un peu irrégulier aujourd'hui, dit-il doucement. Ce n'est pas dangereusement bas, mais nous voulons le surveiller de près. Le stress peut jouer un rôle, il est donc important que vous vous reposiez et évitiez toute tension émotionnelle. J'avalai difficilement, clignant des yeux pour retenir mes larmes. J'essaie, murmurai-je. Ils m'appelleront bientôt. Pas de réponse. Quand l'infirmière appela enfin mon nom, je me levai et la suivis dans la salle d'échographie tamisée. Les murs étaient décorés de douces peintures à l'aquarelle, ironiquement, similaires à celles que j'enseignais à mes élèves. L'infirmière m'aida à monter sur la table, souleva légèrement ma robe, et appliqua un gel chaud sur mon ventre. Regardons votre petit trésor, dit-elle gaiement. Le père nous rejoint-il aujourd'hui? Demanda le docteur. J'hésitai, puis secouai la tête. Le docteur ne me pressa pas davantage. Son silence bienveillant en disait long. Après le rendez-vous, je sortis dans l'air froid et expirai d'un souffle tremblant. Les voitures filaient. Les gens se pressaient autour de moi. La ville bourdonnait de vie. Moi, je me sentais complètement détaché. Je posai une main sur mon ventre. Je suis là, murmurai-je. Je suis là pour toi. Mon téléphone vibra. Mon cœur fit un bond. Julien, non. Je gardai une main sur mon ventre, comme pour protéger mon enfant de la vérité. Julien était déjà rentré. Il ne m'avait pas prévenu. Et moi, je venais d'apprendre que le stress que j'essayais tant de contenir menaçait peut-être ce petit être si fragile. J'ai senti, là, que je devais arrêter de me mentir sur l'idée qu'il pourrait changer. La réalité était là, dans l'air froid de l'hôpital, dans le rythme instable de mon bébé. Je suis rentré de l'hôpital sans savoir comment. Le trajet en taxi semblait une autre vie, une réalité floue que je traversais machinalement. Je n'avais pas vu Julien depuis l'après-midi. La neige tombait dehors, recouvrant la ville d'un manteau blanc qui n'apportait aucune paix à mon cœur. La porte de l'appartement s'ouvrit sur une scène que je n'aurais jamais cru devoir affronter. Julien était là. Pas en train de lire, pas en train de travailler. Il était devant une valise ouverte sur notre lit. Il jetait des chemises à l'intérieur, des mouvements saccadés, nerveux. Julien. Ma voix était si fine, si étrangère. Qu'est-ce que tu fais? Il ne me regarda pas tout de suite. Il ferma une fermeture éclair, attrapa une autre poignée de vêtements. Puis il se retourna, et ses yeux étaient froids. Plus froids que je ne les avais jamais vus. Je pars,
Éléonore. Les mots me frappèrent comme une gifle. Je fis un pas en avant, agrippant le chambranle de la porte pour garder l'équilibre. Partir? Qu'est-ce que tu veux dire, partir? Nous attendons un bébé. J'avais mon rendez-vous aujourd'hui. Ils ont dit? Je sais ce qu'ils ont dit, claqua Théil. Tu m'as envoyé 10 textos à ce sujet parce que tu n'as pas répondu. Il laissa échapper un souffle, agacé. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux plus vivre comme ça. Tu m'étouffes. Tout tourne autour du bébé, des factures, de tes émotions. Mes mains tremblaient. Moi aussi, j'ai peur, Julien. Je suis à 6 mois. Il se moqua. Le bébé ira bien. Tu as fait de cette grossesse ta seule personnalité. C'est épuisant. Mon souffle se cassa. Et nous, Julien? Qu'en est-il de nous? Il hésita un instant, puis roula sa valise vers la porte. J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui ne me tire pas vers le bas. Quelqu'un qui correspond vraiment à la vie que je veux. Ma respiration se figea. Chloé, murmurai-je. Sa mâchoire ne se contracta pas. Ses yeux ne vacillèrent pas. Il ne le nia pas. Au lieu de cela, il haussa les épaules. Elle comprend l'ambition. Elle comprend les apparences. Elle me motive, elle. Mais toi, tu m'as. J'essayai de continuer, mais ma gorge se serra. Tu m'as fait autrefois, dit-il. Plus maintenant. Maintenant, tu ne fais que me retenir. Mes genoux faiblirent et je me stabilisai en posant une main contre le mur. Julien, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne peux pas. Je ne peux pas traverser le reste de cette grossesse seule. J'ai eu une frayeur aujourd'hui. Et le docteur a dit. Stop, me coupa Théil. Je ne veux pas qu'on me jette la culpabilité à la figure. Ceci ne concerne pas le rythme cardiaque du bébé ou je ne sais quoi. Ceci concerne le fait que nous ne fonctionnons plus. Je le fixai, incrédule. Quoi? Il roula des yeux. Mon Dieu, tu déformes toujours mes mots. Écoute, j'ai fini d'expliquer. Je pars. J'ai déjà signé un bail à court terme à la Défense. Je déménage demain. Chloé m'aide. Mais où dois-je aller, murmurai-je, la panique montant comme une vague. Je n'ai plus de salaire. Nous ne pouvons pas payer de loyer. Mais tu vas t'en sortir, dit-il platement. Retourne voir ton père, où qu'il soit maintenant. En Bretagne, n'est-ce pas? Mes lèvres s'entr'ouvrirent d'incrédulité. Il ne savait pas. Il n'avait jamais su. Je t'ai fait confiance, dis-je, ma voix se brisant. Julien s'arrêta à la porte, la main sur la poignée. Les gens changent, Éléonore. Moi, j'ai changé. Toi, non. Il passa dans le couloir. Je titubai derrière lui, les larmes brouillant ma vue. Julien, s'il te plaît, ne tourne pas le dos à ta famille. Il ne se retourna pas. Pas une seule fois. Et quand la porte se referma derrière lui, avec la finalité d'un destin scellé, je serrai mon ventre et je m'effondrai sur le parquet. Réalisant la vérité. Julien ne reviendrait pas. Et il n'avait aucune idée de qui il venait de trahir. Car, quelque part, quelqu'un d'autre avait déjà commencé à observer chacun de ses mouvements. Et cette personne-là, elle en avait fini de rester silencieuse. Je me suis retrouvée seule, dans un appartement devenu trop grand, portant un secret trop lourd, tandis que lui filait vers la lumière, vers cette illusion de succès. Et je savais, au fond de moi, que ce n'était pas ma faiblesse qui l'avait fait partir, mais son incapacité à aimer ce qui était simple. Je ne sais pas combien de temps j'étais restée sur le parquet. Des minutes, des heures. L'appartement semblait plus froid sans lui,
plus froid que le courant d'air hivernal qui s'infiltrait par les vieux cadres de fenêtres. Je me recroquevillai, un bras protecteur sur mon ventre, l'autre essuyant des larmes qui refusaient de s'arrêter. Puis, une voix chaleureuse, mais avec l'efficacité d'une salle de conseil d'administration. « Éléonore ?» C'était Sophie. « Je suis là. Je suis venue dès que j'ai pu. Tout va bien. » Elle échangea un regard rapide avec un homme qui se tenait à côté d'elle. Je devinais que c'était l'homme de loi de papa, Inès Lambert. Nous avons rassemblé toutes les informations sur Julien Moreau. Incohérence financière, préoccupation des clients, et d'autres choses encore. Je me raidissais. Non, s'il vous plaît. Je ne veux pas que cela se transforme en une sorte de guerre. Inès haussa un sourcil. Votre mari vous a quitté à 6 mois de grossesse, Éléonore. Montrez-vous. Pendant qu'elle parlait, je me forçais à me lever. Je me promenais dans l'appartement. Le côté de Julien dans le placard était vide. Son flacon de parfum avait disparu du comptoir de la salle de bain. Sa brosse à dents manquait. Quelques cintres vides se balançaient silencieusement, se moquant de moi par leur vide. Sur la table de nuit, il y avait une photo encadrée de notre mariage. Julien me soulevant pendant notre première danse. Tous deux riaient. Je pris le cadre avec des mains tremblantes. Un instant, je fixai, cherchant dans les visages figés le moindre signe que cette fin avait été prévisible. Mais je ne voyais qu'une jeune fille qui croyait avoir épousé un homme bien. D'un geste tremblant, je posai le cadre face contre terre. Un coup retentit à la porte. C'était Sophie, essoufflée, toujours en tenue de travail de l'hôpital. Elle me prit dans ses bras, me serrant fort. « C'est bon, ma belle. Je suis là. Tu n'es pas seule. » Ce moment de réconfort fit craquer quelque chose en moi. Les larmes jaillirent, incontrôlables. « Je n'y arriverai pas, Sophie. Je ne peux pas élever ce bébé seule. Je n'ai pas de salaire. Je n'ai pas d'économie. » « Arrête, » dit Sophie fermement. « Tu peux le faire. Tu le feras. Mais tu ne le feras pas seule. » Je secouai la tête, m'effondrant sur le canapé. « Tu n'as pas entendu ce que le docteur a dit aujourd'hui. Le rythme cardiaque du bébé est irrégulier. Le stress peut l'aggraver. Et Julien, il vient de partir. » Les yeux de Sophie s'assombrirent de colère. « Julien est un déchet. Mais ton bébé, il a besoin que tu respires. Un souffle à la fois. Je suis là. Nous allons trouver une solution. » Je pressai mes mains l'une contre l'autre, les jointures tremblantes. Je ne sais même pas comment payer le loyer du mois prochain. Nous gérerons ça, dit Sophie. Mais je vis l'hésitation traverser brièvement le visage de mon ami. J'avalais difficilement. Je vais peut-être devoir l'appeler. Sophie se figea. Ton père ? Je hochai faiblement la tête. Je ne veux pas. Tu sais ce qui s'est passé. Je ne lui ai pas parlé depuis 2 ans. Sophie s'assit à côté de moi. Mais tu sais aussi qu'il préférerait mettre Paris en feu plutôt que de laisser t'arriver quoi que ce soit. Je me couvris le visage. Il m'avait prévenu à propos de Julien. Il disait que je me précipitais. Il disait que Julien était ambitieux, mais de la mauvaise manière. Je lui ai dit qu'il essayait de contrôler ma vie encore une fois. J'ai tourné le dos, et maintenant, je crains qu'il me dise « Je te l'avais bien dit ». Ou pire, qu'il ne s'en soucie même plus. Sophie prit doucement mes mains. « Éléonore, c'est ton père. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est Richard Hay. » Mon estomac se tordit. Ce nom portait le poids, l'argent, le pouvoir, les décisions froides de la salle de réunion, les gros titres, une présence intimidante. J'avais fui ce monde pour une raison. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse sous l'ombre d'une dynastie milliardaire.
Mais je ne pouvais pas non plus ignorer la vérité. J'avais besoin d'aide. Mon corps frissonna à nouveau. Peur, épuisement, chagrin d'amour, tout fusionnant en quelque chose d'insupportable. Et puis, une crampe vive parcourut mon abdomen, me coupant le souffle. « Éléonore, ça va ?» Les yeux de Sophie s'agrandirent. Une autre crampe. Plus forte. Je me pliai en deux, agrippant le canapé. « Je crois que quelque chose ne va pas, » haletai-je. Sophie attrapa son manteau. « On va à la clinique, tout de suite. » Alors qu'elle m'aidait à me lever, aucune d'elles ne remarqua le message qui s'affichait silencieusement sur mon téléphone. Un numéro inconnu. Un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Du côté de Monsieur Dubois, j'ai appris qu'il s'était passé quelque chose. J'arrive. Je ne savais pas combien de temps je suis restée là, soutenue par Sophie, mais mon corps, lui, savait que le temps des simples attentes était terminé. Le compte à rebours venait de commencer, et ce n'était plus moi qui le contrôlais. Quelques jours après l'urgence de l'hôpital, j'étais assez forte pour m'habiller avec soin. J'ai choisi une robe simple, sombre, qui ne disait rien de mon statut, ni d'avant, ni d'après. Je devais le voir une dernière fois. Pas pour plaider. Juste pour clarifier. Mon père, Monsieur Dubois, avait envoyé Inès pour m'accompagner, mais j'ai refusé. Cette conversation, je la voulais seule. J'ai choisi un petit salon de thé, discret, dans le 7e arrondissement. Un lieu où le bruit des tasses était plus fort que n'importe quel mot. J'attendais, les mains serrées autour de ma tasse de thé chaud, essayant de conserver une respiration régulière. La tension, elle ne venait plus de la peur d'être seule, mais de la nécessité de rester impassible. Quand Julien est entré, j'ai senti le petit frisson de la colère froide monter en moi. Il portait un manteau neuf, cher, sans doute. Il scannait le café, me trouva, et s'approcha avec cette assurance faussement contrite qu'il avait si bien répétée. Il s'assit en face de moi, sans y être invité. « Éléonore, » souffla-t-il, le ton théâtral. « Tu as l'air si fatiguée. » Je le regardai droit dans les yeux, sans cligner. J'ai subi une intervention chirurgicale majeure, Julien. Et notre fils se bat pour sa vie. Fatigué est un euphémisme. Je sentais ma voix se stabiliser, devenir dure. Il grimaça, comme si mon ton le vexait personnellement. Et c'est d'ailleurs de ça que je voulais te parler. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais en train d'accoucher? J'ai dû l'apprendre par l'hôpital. Et maintenant, tout Internet pense que j'ai abandonné ma famille. Mon cœur tambourinait, non plus de peur, mais de cette colère qui ne brûle pas, qui gèle. Julien, tu m'as abandonné. Tu es parti. Tu as dit que tu ne voulais pas du bébé. Ce n'est pas ce que je voulais dire, claqua-t-il, la frustration perçant enfin. Tu déformes toujours les choses, Éléonore. Tu déformes tout. J'avalai ma salive. J'ai fait un travail. J'ai fait un travail sur moi-même. J'ai arrêté de déformer. Il se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure dangereux. Si tu soutiens ma vidéo, si tu dis que nous travaillons sur les choses, les gens arrêteront de t'attaquer. Ils penseront que nous faisons front commun. Je restai bouche bée un instant, le souffle coupé. Il n'était pas là pour notre fils. Il n'était pas là pour moi. Il était là pour son image. Julien, murmurai-je, la voix tremblante d'incrédulité. Mon bébé est en couveuse. Notre bébé, corrigea-t-il vivement. Ce qui veut dire que j'ai des droits. Une influence sur la garde. Si les gens pensent que j'ai abandonné un nouveau-né malade, ma carrière est finie. Ma mâchoire se décrocha. Il ne bluffait pas. Il ferait ça pour se sauver. Je le fixai. Cet homme que j'avais aimé, assis en face de moi, exigeant, se sentant dans son droit. Tu penses vraiment,
dis-je doucement, que me menacer te fera gagner quelque chose? Julien eut un petit sourire narquois, celui qui précédait toujours une bêtise. Tu es seul maintenant. Tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de travail. Tu es faible, Éléonore. Et les gens faibles ne gagnent pas les batailles de garde. Je pris une lente inspiration, puis déposai ma tasse. Mon corps était étrangement calme. J'avais fait mon deuil de lui. Il ne restait que la nécessité de clore ce chapitre. Mon père, dis-je doucement. C'est Monsieur Dubois. Le sourire de Julien se figea. Je maintenais mon regard, ma voix ferme. Et les gens faibles, Julien, ne gagnent pas contre lui. Pour la première fois, son visage se vida de toute couleur. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. C'était la première fois que je le voyais sans réplique. Pas confus. Pas irrité. Juste terrifié. Richard Dubois, répéta-t-il, la voix à peine un murmure. Ton père, c'est Richard Dubois? Je ne clignai pas des yeux. Oui. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que je ne voulais pas d'un mariage construit sur l'argent, répondis-je calmement. Je voulais un mariage construit sur la loyauté, sur l'amour, sur les choses que tu as jetées à la poubelle. Julien se renversa, passant une main tremblante dans ses cheveux, comme si la vérité venait de lui ôter l'air. Cela change tout. Non, dis-je, ma voix devenant tranchante, finale. Cela ne change les choses que pour toi. Avant que Julien ne puisse répondre, la porte du salon de thé s'ouvrit, laissant entrer une rafale d'air frais. Et Inès Lambert entra. Elle portait un blazer ajusté, son air était celui d'une femme qui respire la stratégie. Elle ne s'excusa pas de son arrivée. Elle s'approcha de notre table avec des pas mesurés. « Monsieur Moreau, dit-elle froidement. Nous avons beaucoup à discuter. » Julien se raidit. « Qui êtes-vous ? » Inès Lambert, directrice générale de Dubois Finance. Et la personne qui contrôle désormais plus de leviers sur votre vie que vous ne voulez l'imaginer. Elle posa un dossier sur la table et le fit glisser vers lui. À l'intérieur, il y avait la liste de chaque violation, chaque plainte de client, chaque incohérence financière qu'il avait laissée derrière lui avec tant d'insouciance. Assez pour le faire interdire de la bourse, du marketing d'entreprise, et de toute institution financière qui valorise l'éthique. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» demanda-t-il, sa voix brisée. « Parce que je ne voulais pas d'un mariage construit sur l'argent, » répétai-je doucement. Je voulais un mariage construit sur la loyauté, sur l'amour, sur les choses que tu as jetées à la poubelle. Julien se pencha en avant, sa voix se brisant. « Éléonore, s'il te plaît. Tu ne peux pas laisser faire ça. Tu sais que je ne suis pas un homme mauvais. » Je maintenais son regard. Un homme bon ne quitte pas sa femme enceinte. Un homme bon ne célèbre pas sur un toit pendant qu'elle pleure dans un appartement vide. Et un père bon, dis-je doucement, ne menace pas de réclamer la garde juste pour sauver sa réputation. Les épaules de Julien s'affaissèrent. Il avait l'air petit, vaincu. Un homme qui avait tout parié et qui n'avait jamais imaginé perdre. Inès se leva, m'aidant discrètement à faire de même. « Monsieur Moreau, vous allez recevoir les détails de l'audience. D'ici là, évitez les réseaux sociaux. » Julien me regarda, la panique lisible. « Tu vas voir ce que c'est, la vraie influence, Monsieur Moreau. » Je me retournai, le laissant seul face à Inès et au silence de son avenir. Je ne cherchais pas à comprendre ce que papa avait fait ou allait faire. Je voulais juste retourner à l'hôpital. J'avais gagné une bataille, mais je n'avais pas encore gagné la paix. J'avais juste choisi mon camp. La nuit où tout a basculé, ce n'était pas dans un bureau, ni dans un tribunal. C'était sous les lustres dorés du hôtel Ritz Paris. Le lieu même que Julien avait toujours convoité, le symbole de ce monde qu'il cherchait à forcer.
Les voitures de luxe formaient une file devant l'entrée. Les photographes attendaient derrière les cordons de velours, leurs flashs découpant l'obscurité. Je me tenais près d'une colonne drapée de satin doré. Je portais une robe bleu nuit. Simple, mais d'une élégance qui ne criait pas, juste une silhouette douce. Papa m'avait offert ce collier, un diamant délicat qu'il m'avait donné il y a des années, avant que je ne choisisse de fuir cet empire. Ce soir, je l'ai porté. Un petit morceau de mon passé, contre mon cœur. Tu es parfaite, m'a murmuré Sophie à mes côtés. Ni trop voyante, ni cachée. Juste toi. Je souris nerveusement. Je ne suis pas sûre d'être prête. Inès s'approcha, un petit calepin à la main, un écouteur discret derrière l'oreille, coordonnant le personnel comme un général préparant ses troupes. Vous êtes prête, Éléonore? Et ne vous inquiétez pas, nous contrôlons chaque objectif dans cette salle. Votre descente en flammes de Julien commence dès que vous montrez sur cette scène. Cela ne me réconforte pas, murmurai-je. Ce n'est pas une vengeance que je cherche. Ce n'est pas de la vengeance, répondit Inès. C'est de l'honnêteté. Et l'honnêteté, parfois, est la seule arme qui désarme. Puis, un frémissement traversa la salle. Les murmures se firent plus pressants. Julien était arrivé. Il entra dans un smoking loué, essayant désespérément de se fondre dans la masse, essayant encore plus fort d'afficher une confiance qu'il n'avait plus. Mais dès qu'il vit la hauteur des lustres, les robes des dames, les milliardaires qu'il idolâtrait autrefois, une lueur de panique éclaira ses yeux. Chloé s'accrochait à son bras, vêtue d'une robe argentée choisie manifestement pour attirer les caméras. Mais ses épaules se rapetissèrent lorsqu'elle sentit l'énergie de la pièce. Les gens regardaient, mais pas avec admiration. Avec suspicion. Où est l'équipe de relations publiques, chuchota Chloé anxieusement. Pourquoi personne ne vient-il nous parler? Julien déglutit. Ils ne savent pas encore que nous sommes là. Ils savent, murmura un homme en passant près d'eux, sa voix basse, désapprobatrice. Julien se retourna brusquement, mais l'homme avait déjà disparu. La poigne de Chloé se resserra. Julien, quelque chose ne va pas. Mais il n'eut pas le temps de répondre. La voix de l'annonceur résonna dans la salle. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir nos principaux sponsors de la soirée. Monsieur Richard Dubois et sa fille, Madame Éléonore et Dubois. La salle explosa sous les applaudissements. Julien se figea. Il se tourna vers la scène juste au moment où un projecteur illuminait ma silhouette. Je m'avançai dans la lumière avec une grâce tranquille, ma robe bleue tombant doucement, mon visage calme, mes épaules fortes. Je n'étais plus la femme brisée qu'il avait laissée dans notre petit appartement de banlieue. Je paraissais entière. Puissante, mais douce. Il resta figé. Éléonore. Chloé laissa tomber son bras comme s'il la brûlait. Elle est la fillette? Julien sentit l'air quitter ses poumons. Sur scène, papa me rejoignit, posant une main protectrice sur mon dos. C'était un soutien évident, sans équivoque. Les flashs des caméras se déchaînèrent. Les invités murmurèrent. Les influenceurs se chuchotèrent des choses. Des téléphones enregistraient déjà. Je m'approchai du microphone, composé. Merci d'être venus si nombreux ce soir. Ce gala est une célébration de la résilience, de la reconstruction des vies avec honnêteté et compassion. Ma voix ne trembla pas. Puis les écrans derrière moi s'illuminèrent. Inès avait programmé l'instant parfait. Un diaporama commença. Au début, cela ressemblait à des photos d'œuvres de bienfaisance. Puis les images changèrent pour révéler des captures d'écran des messages de Julien avec cette Béatrice Lemaire. Message après message. Julien manipulant les investisseurs. Planifiant d'utiliser ma grossesse pour obtenir de la sympathie publique.
se moquant de l'ignorance de Chloé. Traitant ma peur de « faiblesse utile ». Des chocs parcoururent l'assemblée. Julien chancela en arrière. Non, ce sont des choses sorties de leur contexte. Chloé se recula de lui, comme s'il portait une maladie contagieuse. Les invités s'éloignèrent. Je ne souris pas. Je ne me réjouis pas. Je regardais simplement la vérité se dérouler, calme, digne, inébranlable. La voix d'Inès résonna dans les haut-parleurs. La transparence compte. Le caractère compte. Et ce soir, la vérité compte plus que tout. Des agents de sécurité s'approchèrent calmement de Julien. Monsieur Moreau, le conseil d'administration vous demande de bien vouloir sortir. Julien secoua la tête. Le désespoir grandissait. Éléonore. Éléonore, s'il te plaît, dis-leur que je ne suis pas, que ce n'est pas. Tu ne peux pas faire ça. Je le regardai dans les yeux pour la première fois depuis la salle de thé. Je n'ai rien fait, Julien, dis-je doucement. C'est vous qui l'avez fait. Les agents le prirent doucement par les bras. Chloé fit un pas en arrière, croisant les bras. C'est terminé pour moi. Julien me regarda partir, le visage livide, son incrédulité se transformant en horreur. La salle applaudit ma retenue. Mais sous mon calme extérieur, mon cœur tremblait. Pas de peur, mais de la clarté. Pour la première fois, je voyais que je n'avais pas perdu un homme. Je m'étais échappé d'un piège. Et le monde entier venait enfin de voir la vérité. Je n'ai pas regardé la scène se dérouler dehors. Je suis juste revenu à l'intérieur, dans un coin calme, tandis qu'Inès et papa faisaient ce qu'ils savaient faire de mieux, gérer la situation. J'ai senti la tension dans l'air, même à distance, comme un courant d'air froid qui traversait les portes du Ritz. Ma seule préoccupation était le moniteur de mon bébé à l'hôpital, le rythme de sa petite poitrine. Je me suis assise sur un fauteuil, les mains repliées sur mon ventre. Je n'avais plus d'énergie pour la haine, ni pour la satisfaction. Il y avait juste une fatigue immense. Un homme avait choisi de partir. Un homme avait choisi de me menacer. Et maintenant, cet homme faisait face aux conséquences de ses choix. Ce n'était pas une vengeance de ma part. C'était la simple logique de celui qui joue avec le feu. Après peut-être 10 minutes, le temps que je reprenne 3 respirations lentes, Inès est revenue. Elle ne portait plus son expression de stratège, juste celle d'une professionnelle qui a terminé une tâche complexe. « C'est fait », m'a-t-elle dit. Sa voix était neutre, sans triomphe. Il a signé. Aucune révision. Il abandonne toute prétention à la garde parentale. Nous avons les documents officiels. J'ai fermé les yeux, un soupir tremblant m'échappant. C'est terminé? Oui, c'est terminé. Elle fit une pause, puis ajouta plus doucement, nous lui avons laissé une porte de sortie discrète, loin des médias, pour qu'il ne nuise pas à votre réputation. Il ne reste plus rien pour lui ici. Il a été radié de toute possibilité de travail dans le secteur financier. Je hochai la tête. Je n'éprouvais ni joie ni tristesse intense. Juste un vide étrange. J'avais passé des mois à craindre sa puissance, son retour, sa menace. Et maintenant, il n'était plus rien. Juste un nom sur un papier. J'ai senti papa se tenir près de moi, mais il ne dit rien. Il attendait que je parle. Je veux juste retourner voir mon fils, ai-je murmuré. Et je veux lui donner le nom du bois. Papa posa une main légère sur mon épaule. Ce sera fait, ma fille. Il portera le nom de sa mère, et celui de son grand-père. Je regardai Inès. Et lui? Julien? Qu'est-ce qui va lui arriver de son côté? Elle haussa les épaules, cet air professionnel qui masquait tout. Il est libre de faire ce qu'il veut. S'il choisit de construire sa vie à Cannes ou à Saint-Tropez, en faisant des petits boulots,
c'est son droit. Mais il ne fera plus jamais parler de lui dans nos cercles. Il a choisi son chemin, Éléonore. Il ne peut pas revenir sur le chemin que vous avez choisi. Je me levai. L'effort était encore là, mais le poids, lui, avait diminué. Je ne pensais plus à sa carrière, ni à Chloé. Mon esprit s'était focalisé sur la couleur bleue des lumières dans la pouponnière. Je dois y aller maintenant, dis-je. Papa me regarda. Dans ses yeux, je ne vis pas la fierté du vainqueur, mais une inquiétude profonde. Il avait gagné une bataille politique, mais il craignait pour sa fille. Viens avec moi, dit-il simplement. Pas une question. Un ordre doux. Je partis. Je ne me retournai pas pour regarder le vide qu'il laissait derrière lui. J'avais fait ce que je devais faire pour me protéger, et pour protéger mon enfant. Je n'avais pas cherché la destruction, mais elle était la conséquence logique de ces mensonges. Quand je suis revenu à l'hôpital, la pièce semblait enfin à ma taille. Sophie m'attendait avec un thermos. J'ai regardé mon fils, si petit, si fragile. Il était là. Il respirait. Et il était en sécurité. C'est étrange, cette sensation. On pense que la fin d'une bataille sera faite de cris, de vengeance éclatante. Mais la vraie fin, c'est juste le silence. Le silence après que tous les bruits artificiels ont cessé de résonner. Et dans ce silence, j'ai senti que j'avais le droit, enfin, de m'inquiéter uniquement pour mon fils. La neige avait recouvert la ville pendant la nuit, s'étalant doucement sur le bois de Boulogne comme un drap destiné à des jours plus calmes. Au matin, les fenêtres de l'hôpital la lumière sourde, celle de l'aube d'hiver. J'étais assise près de l'incubateur, ma main posée contre la vitre. Mon fils, si petit, si fragile, s'agitait sous y filtrer la lumière sourde de l'aube d'hiver. J'étais assise silencieusement près de l'incubateur dans la nid d'ange, ma main posée contre la vitre. Les lumières douces. Il luttait de cette manière instinctive que possèdent les nouveau-nés. Mes yeux s'adoucirent. Tu es en sécurité maintenant, murmurai-je. Je te promets que tu es un fils, si petit, si fragile, se tortillait sous les lumières douces. Il luttait, de cette manière instinctive que font les nouveau-nés. Mes yeux s'adoucirent. Puis, un coup d'eau résonna derrière moi. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de thé chaud à la main. Murmurai-je. Je te promets que tu n'affronteras jamais ce que j'ai dû affronter. Puis, un léger coup frappait derrière moi. Richard, mon père, se bougea silencieusement, ne voulant pas perturber le bip régulier du moniteur du bébé. Je ne voulais pas vous interrompre, dit-il doucement. Vous n'interrompez jamais, papa, lui dis-je avec un sourire faible. Il posa le thé à côté de moi. Comment va notre petit guerrier? Il est plus fort aujourd'hui, dis-je avec fierté. Le docteur dit qu'il réagit bien au traitement. Richard hocha la tête, un éclair de soulagement traversant son visage habituellement impassible. Pendant un moment, nous regardâmes simplement la tenait dans l'embrasure de la porte, une tasse de thé chaud à la main. Il s'approcha doucement, ne voulant pas déranger le bip régulier de son petit moniteur. Je ne voulais pas vous interrompre, dit-il doucement. Comment va notre petit guerrier? Il est plus fort aujourd'hui, dis-je avec une fierté nouvelle. Astérisque le docteur dit que petite poitrine qui se soulevait et s'abaissait. Puis, je parlais doucement, ma voix presque trop fragile pour percer le silence de la pièce. Papa, merci. Il se retourna vers moi, surpris. Pourquoi, Éléonore? Pour tout, murmurai-je. Pour être revenu, pour vous être battu pour moi, pour ne pas m'avoir laissé me noyer. Richard eut un regard rempli de culpabilité. J'aurais dû être là plus tôt. Non, le coupai-je gentiment. Vous étiez là quand cela comptait. Le silence nous enveloppa, chaleureux maintenant, plus lourd. Une infirmière entra,
vérifiant les signes vitaux du bébé. Il est stable, dit-elle joyeusement. Vous faites tout ce qu'il faut, maman. Maman. Je clignai des yeux devant le mot, ma gorge se serrant. J'avais survécu à la trahison, à l'abandon, à la peur, à un accouchement prématuré. Et maintenant, j'étais là, regardant mon fils livrer sa propre bataille avec une force qui m'humiliait. Je touchai à nouveau la vitre. Je ne pensais pas pouvoir y arriver. Mais si, tu l'as fait, dit une voix derrière nous. Je me retournai et souris alors que Sophie entrait, toujours en blouse, mais son sourire était éclatant. J'ai apporté des renforts, dit-elle, me tendant une tasse de thé plus fort que celui de l'hôpital. On appelle ça le café de soutien professionnel. Nous rîmes doucement, faisant attention au bébé. Puis Inès arriva, cette fois sans calepin, juste un air fatigué mais sincère. Je viens vous annoncer que le conseil a accepté l'accord de garde complet. Julien l'a signé ce matin. Sans révision. Je restais figé. Il a signé? Inès hocha la tête. C'est fini, Éléonore. Complètement. Une vague de soulagement profond me submergea. Il n'y avait plus de combat. Je serrai mon fils contre ma poitrine. Pour la première fois depuis des mois, mes respirations devinrent régulières. Pas de tremblement, pas d'appréhension, seulement le calme. Il ne grandira jamais en se demandant s'il était désiré, dis-je doucement. Parce qu'il est aimé, entièrement. Richard s'approcha. Je veux que tu reviennes à la maison, Éléonore. Pas parce que tu as besoin d'aide, mais parce que je veux t'avoir ici. Je veux que nous recommencions. Je regardais mon fils, minuscule, en sécurité, endormi contre moi. Puis je levai les yeux vers mon père. Il n'y avait plus d'il répond bien au traitement, astérisque. Richard hocha la tête, un éclair de soulagement traversant son visage d'ordinaire si dur. Un instant, nous avons simplement regardé sa petite poitrine se soulever et retomber. Puis entêtement, seulement de la chaleur. J'aimerais beaucoup, papa, dis-je. Un homme entra ensuite. Il portait un manteau d'hiver simple, et un sourire respectueux. C'était Ethan, le pédiatre. Il tenait un petit hochet en argent. Je suis désolé de vous déranger. Je voulais juste vérifier que vous alliez bien toutes les deux. Je parlais doucement, ma voix presque trop fragile pour percer le calme de la pièce. Papa, merci. Richard se tourna vers moi, surpris. Pourquoi faire? Astérisque était doux. Il me tendit le hochet, un cadeau pour le bébé. Nos doigts se frôlèrent brièvement. Et là, dans le calme de cette chambre, sans la splendeur des soirées de Jules pour tout, murmurai-je. Pour être revenu, pour vous être battu pour moi, pour ne pas m'avoir laissé me noyer. Il y eut un silence entre nous, un silence qui n'était plus lourd, mais chaud. Il y avait de la culpabilité dans son regard, peut-être. Éléonore, j'aurais dû être là plus tôt. Chut, le coupai-je gentiment. Vous êtes là maintenant. Et c'est ce qui compte. C'est à ce moment-là que la porte s'ouvrit à nouveau. Sophie entra, ses cheveux un peu en désordre après un long service, mais son sourire aussi vif qu'avant. Elle tenait 2 gobelets. J'ai apporté des renforts, dit-elle gaiement. Je pensais que tu aurais besoin de quelque chose de plus fort que le thé de l'hôpital. Je laissai échapper un rire bref, presque un sanglot. Tu es partout. C'est mon travail, répondit Sophie. Infirmière professionnelle, meilleure amie pour la vie. Richard eut un petit sourire en coin. Il faut bien que quelqu'un garde cette famille fonctionnelle. Nous rions doucement, faisant attention à ne pas déranger le bébé. Puis, Inès entra. Cette fois, sans son bloc-notes, sans son écouteur. Juste ayant astérisque ni la froideur des salles de réunion, je sentis quelque chose. Pas une passion dévorante, mais une promesse douce. Une fondation solide.
Astérisque, voici ma réflexion finale, celle qui aime un manteau d'hiver confortable et une expression fatiguée, mais sincère. Désolée d'interrompre, dit-elle. Mais nous avons finalisé tout ce qui concerne le jugement de garde. Il a signé ce matin. Je me raidissais, un réflexe ancien. Il a signé? Inès hocha la tête. Aucune révision. Aucun appel. Il est parti. Légalement, il renonce à tout droit parental. Il vous est interdit de le contacter, et votre fils portera le nom du bois. Une vague de soulagement profond, presque physique, me submergea. C'était vraiment fini. Pas d'escalade, pas de guerre publique. Juste la paperasse froide qui scellait une liberté tant espérée. Je me penchai lentement, berçant mon fils contre moi. Pour la première fois depuis des mois, ma respiration était égale. Pas de tremblement, pas d'appréhension, seulement le calme. Il ne grandira jamais en se demandant s'il était désiré, dit sa partie vraiment, astérisque. Premier niveau, la superficialité. Julien a perdu son monde, non pas à cause de sa ruine financière, mais parce qu'il a cru que la valeur des jeux doucement. Parce qu'il est aimé, complètement. Sophie posa une main sur mon épaule. Et il est entouré de famille, une vraie. Richard s'approcha, son visage enfin débarrassé de l'armure du financier. Il me regarda, sans fierté, mais avec une chaleur qui m'était nouvelle. Éléonore, je veux que tu viennes à la maison. Pas parce que tu as besoin d'aide, mais parce que je veux que tu sois là. Je veux que nous recommencions, ensemble. Je regardai mon fils, si petit, si en sécurité dans mes bras. Puis je levai les yeux vers mon père. Il n'y avait plus de défi dans son regard, juste l'attente. J'aimerais beaucoup cela, papa, dit une personne résidait dans ce qu'elle pouvait lui offrir en termes d'apparence et de statut. Il a méprisé la force silencieuse pour courir après le bruit. Deuxième niveau, la psychologie. Et la racine de sa trahison n'était pas mon insuffisance, mais sa propre vacuité. Il avait besoin de se sentir indispensable à une image. Face à une femme qui se reconstruisait seule, avec une dignité tranquille, son illusion de contrôle s'est effondrée. Il n'a pas fui une femme faible, il a fui une femme qui n'avait plus besoin de lui pour exister. Astérisque, trog doucement. Quelques heures plus tard, alors que je regardais la neige tomber sur le bois de Boulogne, un nouveau coup discret retentit. C'était Ethan, le pédiatre. Il teignait ses accents grave me niveau, l'éthique et la vie, astérisque, ma véritable victoire n'était pas de le voir échouer. Elle réside dans ma capacité à avoir choisi la paix plutôt que la querelle. Je suisais un bouquet simple, des fleurs blanches. Il était timide, maladroit, mais ses yeux étaient doux. Je suis désolé de vous déranger. Je voulais juste prendre de vos nouvelles, à vous deux. Il est un combattant. Mais sa maman aussi. Je souris, mes joues rougissant légèrement. Nos doigts se touchèrent à peine en prenant les fleurs. Un contact léger, sans drame, sans promesse grandiose. Juste une possibilité partie sans explication, sans amertume, en choisissant d'honorer mes propres valeurs pour mon fils. Le chemin vers la guérison n'est pas la vengeance, mais le courage de tracer sa propre route, un pas après. Voilà donc la fin de ce long chemin. Le voyage d'Éléonore. Je me souviens de cette sensation, juste après. Quand le silence n'était plus lourd, mais vaste. L'espace qu'on retrouve quand on enlève un poids énorme. On ne se sent pas immédiatement léger. On se sent juste vide. Et on se demande ce qu'on va bien pouvoir mettre à la place de ce poids. Cette histoire, ce n'est pas celle d'une victoire éclatante sur un homme infidèle. C'est celle d'une femme qui a dû se choisir, un souffle après l'autre, alors que tout semblait s'écrouler. Elle n'a pas cherché à le détruire. Elle a simplement cessé de se détruire elle-même pour lui. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, à ce dernier mot,
peut-être que mon histoire a fait écho à une de vos propres silences, à une de vos propres craintes. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais peut-être, juste peut-être, que vous comprenez cette nécessité de retrouver sa propre lumière, même quand on l'a oubliée. Si ces confidences vous ont touché, ne faites rien de spectaculaire. Je vous demande juste de déposer un petit signe, dans les commentaires. Pour que je sache que je ne suis pas en train de murmurer seul dans le noir. Votre présence ici, c'est ma plus belle preuve que l'on peut se reconstruire. Si vous voulez continuer à partager ces réflexions sur ce que signifie vraiment vivre, nous nous retrouverons peut-être sur la revanche silencieuse. Prenez soin de vous. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.